Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 56 minutes synthèse, le résumé complet de l'actualité de la semaine sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Les faits marquants de la semaine, nouvel appel à l'unité et à la solidarité du président Martelly au peuple haïtien à l'occasion du 211e anniversaire de la bataille de Vertières le 18 novembre dernier. Dans un message préenregistré, Michel Martelly a dit s'inspirer de l'union de nos ancêtres qui avait conduit à cette victoire et du coup à l'indépendance de notre pays. Mise en garde du président du Sénat de la République au chef de l'État contre toute idée de diriger le pays par décret après le 12 janvier 2015. Dans une adresse à la nation le 17 novembre dernier, Simon Dieusoldera a affirmé que le 12 janvier 2015 ne sera pas une date fatidique, mais un jour de réveil patriotique. Dans l'actualité également, nouvelle manifestation de rue de l'opposition à Port-au-Prince le 18 novembre dernier, toujours dans le but d'exiger la libération de prisonniers dits politiques et le départ de l'équipe au pouvoir. Une manifestation émaillée de violence. Des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur les manifestants à hauteur de Delma 32, faisant plusieurs blessés. Troisième report de la convocation du DG de la police nationale par la commission justice et sécurité publique du Sénat. Godson Aurelius n'a pas pu se présenter au Parlement le 19 novembre dernier pour des raisons de maladie, justifie une correspondance. La 6e session technique de la commission mixte haïtiano-dominicaine s'est tenue à Port-au-Prince les 19 et 20 novembre dernier. Cette réunion de 2 jours a donné lieu aux représentants d'Haïti et de la République dominicaine d'échanger sur des questions relatives notamment au commerce et à la migration. Également dans l'actualité, 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant ce 20 novembre. L'Institut du bien-être social, le ministère des Affaires sociales, l'UNICEF et d'autres partenaires dressent un bilan satisfaisant des efforts consentis pour protéger l'enfance, mais se disent conscients que beaucoup reste à faire. À l'étranger, le président américain Barack Obama a présenté jeudi sa réforme relative à l'immigration, avec un point marquant, la régularisation de 5 millions de clandestins, soit près de la moitié des étrangers en situation irrégulière. Le développement de ces titres après la pause. Qui est à spécial promotion top up Natcom là, sorti mardi pour arriver jeudi, depuis yon moun lot bot le recharger un 5 à 7,99$ sur 1000 Haïti, Natcom a multiplié montant ça pour moun qui recevoir rechargement en Haïti. En plus, Natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le relais 100 000 lot bot pour dire yo merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de grand hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bon d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé, commémoration le 18 novembre du 211e anniversaire de la bataille de Vertières. L'occasion pour le président Michel Martelly, accompagné d'autres officiels du gouvernement, dont le ministre de la Justice, de déposer une gerbe de fleurs au pied du monument des héros de Vertières au Cap-Haïtien. Et dans un message préenregistré, le président Martelly a une fois de plus appelé à l'unité et à la solidarité entre les Haïtiens en vue de faire avancer le pays, affirmant que Vertières n'était pas un miracle. M. Martelly a également demandé à tous les Haïtiens de prioriser les intérêts supérieurs de la nation contre toute querelle de chapelle. Écoutons un extrait du message du chef de l'État. Vertières, ce n'est pas un miracle. Vertières, ce n'est pas une chance. Vertières, c'est possible. Parce que les ancêtres, nous, malgré toute différence, ils ont gagné.
Ils étaient d'accord, mettez tête yo ensemble. Ils étaient d'accord travailler pour un objectif qui allait plus loin, parce que intérêt yo chaque te gagné. Vertier pas possible si ancêtres yo te continuer dans chirépite bataille pour pouvoir. Vertier pas possible si tout le monde pas réuni sur un seul objectif qui c'était liberté. Pour demain capi bon, faut qu'il y ait un objectif qui réunit nous toutes. Pour demain capi bon, faut qu'il y ait un objectif qui dépasse intérêt chaque grain de monde. Les propres intérêts du monde pas nous menacer, intérêt tout le monde. Faut que nous ayons courage et force pour reconnaître que le chemin nous prend pas bon chemin. Faut que nous ayons force et courage pour nous changer de direction. Jodi a 18 novembre, message moi porté by chaque haïtienne et chaque haïtien, chaque compatriote, quel que soit côté nous sorti, quel que soit ça nous y, quel que soit côté nous camper. C'est pour nous mettre tête nous ensemble pour nous viser un objectif. Un objectif qui a l'intérêt chaque grain haïtien. Autre point, le 12 janvier 2015 ne sera pas une date fatidique, mais un jour de réveil patriotique. C'est tout au moins la déclaration du président du Sénat, Simon Dieusol Dera, affirmant que les sénateurs resteront en fonction au-delà de cette date. Dans une adresse à la nation lundi dernier, le président de l'Assemblée nationale rappelle que le Parlement est une institution républicaine incontournable et que son dysfonctionnement entraînerait l'effondrement des trois pouvoirs constitués de l'État. Le sénateur Dera a en outre dénoncé, je cite, l'attitude déloyale de l'exécutif qui n'a organisé aucune élection durant les 3 dernières années et qui pourtant tente d'imputer aux 6 sénateurs de l'opposition le blocage de la crise politique actuelle. Il met en garde le président Martelly contre toute velléité de diriger le pays par décret au-delà du 2e lundi de janvier 2015. Un extrait du discours du sénateur Simon Dieusol Dera au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. À cette veille du 18 novembre, il vous indique d'une dextre virile, mais tremblante, l'horizon grisâtre des temps futurs où nous allons devoir peut-être monter sur les barricades, puisque les dialogues sont piégés, pour défendre ou reconquérir la liberté que nos pères nous ont léguée, pour les droits civils et politiques que nous avons conquis au prix du sang versé, contrairement aux prédictions des pessimistes et des adeptes du chambardement perpétuel. Le 12 janvier ne sera pas une date fatidique pour la démocratie et la République. Il sera plutôt le jour du réveil patriotique. À ce rendez-vous historique de la Renaissance haïtienne, nous convions toutes les forces vives de la nation qui ne peuvent supporter aucun camouflet à la liberté. Nous convions également tous nos amis de la communauté internationale qui ont fraternellement accompagné notre cheminement sur la route de la démocratie et qui ne peuvent donc avaliser une remontée malicieuse et maléfique vers les malédictions et les effrois du passé. Le Sénat réaffirme sa foi en l'avenir démocratique de la République d'Haïti, de l'existence conjointe et équilibrée des trois pouvoirs de l'État. Il réaffirme l'unité compacte et inviolable du corps engagé dans la poursuite des idéaux républicains et la défense des acquis démocratiques. Nous proclamons ces vérités. Nous réaffirmons ces principes. Nous dénonçons les travers de la conjoncture et nous annonçons ici que 2015 sera l'année des grands bilans historiques, l'année du grand réveil civique et de la résistance patriotique. Le sénateur Edwin Zeni, membre du groupe des 5 et alliés qui supportent l'action gouvernementale, affirme que si le président de la République et les 6 entités politiques représentant l'aile dure de l'opposition ne sont pas parvenus à un accord, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Le parlementaire dit voir un manque de volonté de la part des 6 partis et regroupements de partis politiques de l'opposition visant à dénouer la crise politique actuelle. Et concernant le vide institutionnel qui menace le pays après le 2e lundi de janvier 2015, le sénateur Zeni n'a aucune inquiétude. D'ailleurs, soutient-il l'article 136 de la Constitution, fait du président le garant de la bonne marche des institutions. Edwin Daniel Zeni, au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Les populations pays après que le président voulait chita avec eux, il n'y a pas de chita, la population après notre,
de qui moun qui veut dériver dans le pays, je ne peux pas mettre seulement sur le président de la République. Mais moi, je vous dis que le gouvernement a un problème parce que le moment pour faire l'élection, pas de temps fait. Mais ils ont passé 8 mois là, ils ont essayé de faire l'élection tout, que en quel monde parle l'élection tout. Et ils ont exigé des préalables pour aller discuter avec le président. Oui, le préalable là, c'est. Prisonniers politiques. Prisonniers politiques, c'est si gain. Et la justice qui vous dit c'est que prisonniers politiques. Justice ça marche, justice ça, dans le pays, même s'il boiteux, même s'il gagne tout bas, mais il y a CSPJ, il y a un juge là qui est nommé, il y a tout bas, il y a système là, même si le système là désordre, mais là. Donc, nous ne pouvons pas dire que prisonnier politique. Pour moi, nous ne pouvons pas dire que prisonnier politique. Qu'est-ce que ça peut faire par rapport à la situation? Regardez, le problème de ce pays, c'est l'opposition qui font un simag là pour le faire mon père. Comment pour faire mon père comme je vais tout et mon va le craser, je vais le 12 janvier qui ça pour gagner. Bon chambre député qui a parti sénateur, oui, mais il y a 10 sénateurs qui ont parti encore ou dit pas. Moi d'accord. Mais moi, du article 136, il dit ça pour faire. L'intérêt de la chose, c'est une négociation politique. Et si nous ne pas négocier politique, chaque monde va lâcher un morceau dans chaque article pour prendre ça bon pour eux et puis pour avancer. Et justement, dans la perspective d'une solution négociée visant à sortir le pays de l'impasse politique actuelle, le sénateur Francisco de la Cruz dit souhaiter que le mandat des élus arrive à terme à la date à laquelle ils avaient prêté serment. Solution croit-il capable d'éviter au pays un vide institutionnel au-delà du deuxième lundi de janvier 2015? Les propos du sénateur Francisco de la Cruz au micro de Dukenson Lazare et d'Yvon Seyid. Vous connaissez que la solidarité, c'est comme un impératif moral. Donc, comme corps, nous avons un message qui nous a décidé pour adresser à la nation, puisque le président a eu un message le 18 novembre, nous-mêmes nous avons un signal clair. Mais tout ça nous souhaitait, c'est que nous toujours souhaitons que, même si solidarité ça existait, pour nous capables de continuer à faire travail, du Sénat, travail pays, de façon que pour nous, comment nous sommes capables d'avoir une meilleure position par rapport à ce qui venu dans le jour qui venu. Ça signale, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont interprété l'autrement, c'est comme quand tu as été en poste au-delà du deuxième lundi janvier 2015, notamment le sénateur qui est élu pour 4 ans. Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui sont capables de fonctionner dans la normalité, de fonctionner en dehors des principes établis par la Constitution. Je pense que nous disons que nous avons une probabilité pour une solution qui est négociée, les gens nous-mêmes nous disent au niveau OPL, pour qui ça, nous ne sommes pas capables de respecter jour pour jour. Jour pour jour, ça veut dire que le député qui a prêté serment en avril, il a prêté en poste jusqu'au mois d'avril 2015. Les sénateurs qui ont prêté serment en septembre 2009 ou septembre 2015. Ce n'est pas ni prolongation de mandat, c'est comme Takado, c'est ça nous relève que une solution qui est capable de permettre pour éviter le vide là. Et vide là, ce n'est pas seulement pour le Sénat, c'est pour le pays et même pour le président. Rappelons que ce mercredi, le président Martelly devait rencontrer les responsables des 6 partis et regroupements de partis politiques de l'opposition au Caribbean Convention Center en vue d'ouvrir la voie à la préparation de nouvelles rencontres. Les responsables des 6 entités politiques de l'opposition n'ont pas répondu à l'invitation du chef de l'État. Ils posent comme condition pour rencontrer le président de la République la libération de prisonniers dits politiques, la fin des persécutions politiques, la présence d'un facilitateur haïtien et l'apaisement du climat politique actuel. Toujours dans le cadre du même dossier, à l'appel de la table de concertation, une structure politique regroupant plusieurs organisations de l'opposition dans le Mopor de la FOUPAC, plusieurs milliers de personnes ont manifesté mardi à Port-au-Prince dans le but d'exiger la libération de prisonniers dits politiques et le départ de l'équipe au pouvoir. Cette manifestation a été émaillée de violence. Des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur les manifestants à hauteur de Delma 32, faisant plusieurs blessés. La manif n'a pas pu aboutir devant le Palais national comme prévu. Elle a été dispersée après l'incident survenu à Delma 32. Détail dans ce reportage signé Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Signe cabalistique, feu de bois, danse de vaudou, constitue le rituel de départ de la manifestation de rue de l'opposition à Port-au-Prince ce 18 novembre.
Il est 10 h du matin, nous sommes devant l'église Saint-Jean-Bosco à La Saline. Le coup d'envoi est donné sous fond d'animation de bandes à pied. Les manifestants, plusieurs milliers, exigent la libération de prisonniers dits politiques et le départ de l'équipe au pouvoir. Jodi, on l'autre fois encore, nous même nous prêts pour nous mourir, pour nous changer la société. Ça n'est pas normal. Fils du peuple, médecin, sorti tout du nord, petit peuple là. Jodi, nous dans la comme Ravette. Nous ne parlons pas de réponse avec tout le monde qui dit c'est Ravette. Ici, sur l'autoroute de Delma, les protestataires très remontés contre l'administration Martelly-Lamotte accusent le président Martelly de tous les maux du monde. Arrivé à Delma 32, des scènes de violence ont émaillé la manifestation. Gaz lacrymogène, jets de pierre, des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur les manifestants. Au moins 3 personnes sont blessées par balles, dont une grièvement. Un agent de l'USGPN, soupçonné d'avoir ouvert le feu sur les protestataires, a été appréhendé par la police. Son militant, PHTK, qui tire balle, en deux là, non. Pas de balle, on est bien militant, on est démocratique là, qui a manifesté, pacifiquement qui prend balle. Les opposants au régime en place parlent de 3 morts et de plusieurs blessés. Information jusqu'ici non confirmée par la police. Notons que cette manifestation qui devrait aboutir devant le Palais national a été dispersée après cet incident. Elle est la première d'une série baptisée Opération Burkina Faso qui s'étendra à tout le long du mois de novembre 2014. Le Premier ministre Laurent Lamotte, mercredi dernier, à l'occasion du 43e Conseil du gouvernement, a condamné l'attaque à main armée contre la manifestation de l'opposition le 18 novembre dernier. Photos à l'appui, le chef du gouvernement dit déplorer que des manifestants, dont des parlementaires, soient munis d'armes à feu en pleine manifestation. Laurent Lamotte rappelle qu'une telle attitude ne peut en rien contribuer au climat serein favorisant le bon déroulement d'une manifestation. Il réitère la volonté du gouvernement de garantir le droit à tout un chacun de manifester pacifiquement dans le pays. Suivez un extrait de son intervention. Suite à la manifestation, l'opposition a été faite hier, nous voulons condamner énergiquement la violence qui fait en deux manifestations. Nous voyons que il y a un pile de monde qui descend avec mitraillette dans les mains, des parlementaires qui paraissent avec mitraillette dans les mains, ça n'a pas créer un climat serein. Nous-mêmes, nous voulons respecter la démocratie, nous voulons respecter le droit du monde pour manifester. C'est dans notre essayer de faire ça capable pour créer un état de droit. Nous condamnons l'acte de violence qui fait et nous voyons tout et toute solidarité nous avec les gens qui étaient touchés, qui prennent balle, qui heureusement pas mourir. Il y a 3 personnes dans la condition ça. Donc nous voulons réitérer l'engagement nous à défendre la démocratie dans notre pays et le droit de chaque monde pour manifester pacifiquement, pour manifester dans la paix, pour violence pas faite sur petit peuple là. Dans l'ordre, dans la discipline. C'est droit nous pour manifester, mais faire sans mitraillette, sans violence. Et gouvernement Martelly-Lamotte là, je salue le président Martelly. Je songe, le nous fait commencer, le président Martelly est clair sur son bagaille, sur l'indépendance de la justice, l'indépendance du système judiciaire, qui peut permettre la séparation des pouvoirs, qui peut permettre tout. La direction centrale de la police judiciaire rejette toute information faisant croire que des morts ont été enregistrés après l'attaque à main armée perpétrée contre des manifestants de l'opposition à Delma 32 le 18 novembre dernier.
Au cours d'une conférence bilan ce jeudi, le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, a indiqué que la direction départementale de l'Ouest de l'institution policière a seulement recensé 3 blessés par balle. Il s'agit de Pierre-Daniel Moreau, Sylvain Janvier et d'Abner Erard, a précisé Gary Desrosiers. L'inspecteur Desrosiers en a profité pour dresser les actions menées par la PNH au cours de la période allant du 30 octobre au 19 novembre 2014. Les précisions de Gary Desrosiers au micro de François Samus David. Incendie criminel, port et détention illégale d'armes à feu. Et à savoir, manifestation qui est faite le 18 novembre, là, et il y a un peu de chiffres qui viennent de la police. Et selon l'INEO, directeur départemental de l'Ouest, il y a recensé 3 personnes qui sont blessés par balle. C'est Pierre-Daniel Moreau, M. Pombal l'enfant, Abner Erard, qui a 60 ans, qui prend Pombal lui-même dans son signe, et probablement projectile là lui-même, il fait lui. Il était sur moto également Sylvain Janvier, qui lui-même prend Pombal le genou. Il y a 9 douilles qui récupérées par la police, exactement dans l'espace côté manifestation de la ville. Et il y a 2 interpellations qui sont faites pendant la manifestation, un mineur avec un majeur. Et après audition, après que vous verbalisez le mineur là, il y a la gueule. Et pour le moment, il y a un grand monde qui est interpellé pour nous connaître exactement qui voulait sa face. Haïti Justice et Sécurité, la séance de convocation du directeur général de la PNH au Sénat de la République, déjà reportée à 3 reprises, n'a pas eu lieu comme prévu le 19 novembre dernier. Le DG de l'institution policière, qui ne s'est pas présenté par devant la commission Justice et Sécurité du Sénat, a cependant écrit aux membres de la dite commission pour justifier son absence ce mercredi, a rapporté le président de la commission Justice du Grand Corps, le sénateur Pierre-Francky Exéus. Le parlementaire avait prévu de réunir avec les autres membres de la commission en vue de statuer sur une nouvelle date pour la tenue de cette conférence. Le sénateur Pierre-Francky Exéus répond aux questions de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. C'est dommage, directeur général PNH là, journée jeudi, il va reconnaître que c'est le Sénat qui a le pouvoir ça. Et c'est même le Sénat qui a ratifié. Après le Sénat qui a ratifié, il a passé 2 mois. Il va installer. Et c'est même le Sénat ça, qui a convoqué CSPN. Après convocation CSPN, eh bien, là, nous avons un rendez-vous 12 décembre. Il a été installé directeur général PNH là. Jeudi, nous comprenons, après plusieurs proches du gouvernement, tels que Kepler Augustin, Gilles Delva, en pile là-dedans, du directeur général là pour ne pas descendre. Vient répondre à l'engagement qu'il te prend devant la commission. Je dis à directeur général PNH là, montrer que les pas prendre l'ordre dans mes Sénats, les prendre l'ordre seulement dans mes premiers ministres, président de la République et tout l'autre conseiller président. Donc nous-mêmes au niveau commission, nous dénonçons le comportement de M. Godson Aurelius. Cependant, comme il était pris engagement aujourd'hui, il demandé pour venir dans 15 jours, je vais consulter les collègues et moi-même je vais revoir l'autre correspondance encore pour mardi qui a mardi 18 novembre c'est congé, pour mercredi 19 novembre pour nous convoquer le directeur général PNH là pour nous connaître est-ce que le Sénat n'a pas de pouvoir sur lui encore. Rappelons que cette séance de convocation prévoyait que le DG et d'autres hauts gradés de la police haïtienne s'expliquent notamment sur le comportement des agents de la PNH lors des manifestations de l'opposition, en particulier celles des 17 et 26 octobre dernier. Autre nouvelle, l'avocat et militant politique André Michel, qui devrait comparaître lundi au cabinet du juge d'instruction Lamar Bélizaire, a boudé la convocation du juge instructeur. André Michel devrait répondre des accusations de violence portées contre lui lors des manifestations de rue de l'opposition à Port-au-Prince le 17 octobre dernier. L'avocat brandit la thèse de l'inimitié capitale entre lui et le juge instructeur pour justifier son refus de se présenter par devant Lamar Bélizaire. En plus de l'impartialité du juge Bélizaire, le militant politique André Michel reproche au magistrat instructeur sa proximité avec le pouvoir en place,
Maître André Michel, qui parle d'acharnement contre sa personne, inscrit cette nouvelle convocation du juge Lamar Bélizaire dans le cadre d'une persécution politique visant à le réduire au silence. Rappelons que Maître André Michel fait déjà l'objet d'un mandat d'amener décerné par le parquet de Port-au-Prince le 14 novembre dernier pour tentative d'assassinat, destruction, séquestration, kidnapping au préjudice de Guerline Kernizan et Fleurimont Feulet. Autre point de l'actualité, vers la construction de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince, la cérémonie de pose de première pierre a lieu ce vendredi, en présence notamment du Premier ministre Laurent Lamotte et du directeur général de l'administration générale des douanes, Fresnel Jean-Baptiste. Les travaux, qui devraient durer 12 mois, coûteront un peu plus de 2 500 000 $ américains fournis par la Banque mondiale. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, le chef du gouvernement est revenu sur l'importance des services de douane dans l'économie d'un pays. Laurent Salvador Lamotte est au micro de Esaü César et de Wendy Henry. Nous là pour nous poser première pierre, pour nous lancer, pour nous centrer ballon sur la construction d'un nouveau bâtiment pour douane aéroport qui était endommagé après le tremblement de terre 2010 là. Nouveau bâtiment ça, qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 2,5 millions de $ américains, libéral bail la douane une structure qui a favorisé de meilleures conditions de travail, ou meilleur contrôle et bien entendu qui sont un lot encouragement encore pour l'institution qui a mené une lutte acharnée contre contrebande dans le pays. Une institution qui sous champ bataille là, dit, côté que chaque jour, chaque soir, agent douanier, il y a combattre contre bandier sous frontière. Il y a un gladeur qui prend balle, machine qui prend balle. Il y a un gladeur qui blessé. Pour tout ça, pour tout le monde, nous voyons encouragement pour eux. Et nous disons qu'ils ne sont pas pour compte. Ils ne sont pas pour compte parce qu'ils ont gagné un gouvernement qui croit que c'est seulement à travers la lutte contre la contrebande, que c'est seulement à travers la lutte contre la corruption dans le pays que nous sommes capables de rendre le peuple à un service tout bon vrai. C'est la firme privée Société de planification, d'études, de construction et de commercialisation qui est chargée de l'exécution des travaux de construction de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince. Une construction qui devrait contribuer à une gestion plus efficace des différentes opérations de douane et, du coup, générer plus de revenus sur le plan économique, explique le directeur général de l'administration générale des douanes, Fresnel Jean-Baptiste, au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. L'État haïtien a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale, un financement qui est évalué autour de 2 521 692 000 $. C'est le bureau d'études architectes et ingénieurs réunis qui a préparé les plans et la firme d'exécution s'appelle Société de planification d'études, de construction et de commercialisation. La firme de supervision se nomme Beta Ingénieur Conseil et la durée des travaux est prévue pour 1 an. Nous imaginons que d'ici 1 an, peut-être nous serons encore là pour inaugurer cette fois-ci le bâtiment. Je profite aussi pour rappeler encore l'engagement de l'administration Martelly, l'importance qu'elle accorde à toute activité qui vise le renforcement des capacités de l'administration douanière. Mais le fait le plus marquant, c'est la présence du Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte, ici avec nous, qui témoigne sans équivoque l'intérêt qu'il accorde à la bonne marche de l'institution douanière. La suite du journal dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué,
Chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Ta là. Bon goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où est l'autre gain. Et puis en plus il y a bon genre goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est lui celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Merci de votre fidélité. De retour à l'actu, le Premier ministre haïtien a organisé une séance de travail avec le chef de la délégation de l'Union européenne dans le pays ce lundi à la primature. Le chef du gouvernement a informé qu'il était question d'évaluer l'état d'avancement des projets financés par l'UE dans le pays. En ce sens, une commission ministérielle présidée par Laurent Lamotte a été formée afin d'évaluer l'exécution des travaux financés par l'Union européenne en Haïti. Laurent Salvador Lamotte au micro de Jasmin Denis. L'une des plus grandes coopérations qu'Haïti a aujourd'hui, c'est avec l'Union européenne. Et donc je tiens à remercier tous la ministre des Finances qui est là, le ministre de l'Agriculture, le gouvernement haïtien en son entier et l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne. Nous avons formé un comité mixte qui doit, bien entendu, un comité sectoriel qui doit avancer avec le ministre à la tête pour avoir une révision de portefeuille de manière à faire avancer les dossiers qui sont bloqués. Et aussi, la commission BRICS présidée par le Premier ministre aura une rencontre dans les prochains 60 jours à venir, justement pour dynamiser et continuer à apporter la clarté et continuer à apporter les précisions nécessaires sur non seulement l'utilisation des fonds, mais aussi l'efficacité dans l'utilisation pour permettre d'avoir une transparence totale entre l'Union européenne et Haïti pour continuer dans le chemin de l'appui budgétaire direct. Et ceci, nous allons le répéter à non seulement à l'Union européenne, mais à tous les bailleurs de fonds qui désirent travailler avec nous
Parce que nous avons nos priorités, nous avons un pays qui est en chantier, qui bouge, et nous avons besoin d'avoir une aide budgétaire directe pour continuer à travailler sur les priorités du gouvernement. Pour sa part, le représentant de l'Union européenne en Haïti a salué cette initiative. Javier Nino Pérez s'est dit satisfait de l'exécution de certains projets, notamment dans le domaine de l'infrastructure, l'aide humanitaire. M. Pérez a renouvelé la volonté de l'UE de continuer à soutenir les projets de développement en Haïti. Javier Nino Pérez. Comme vous le dites vous-même, nous sommes un partenaire solide et qui croit aussi, et surtout aux efforts de votre gouvernement, qui croit aux efforts du gouvernement Martelly Lamotte, et nous resterons engagés. Nous venons de signer un nouveau programme pour les prochains 7 ans qui, j'insiste, souligne ce souhait d'accompagner le processus de reconstruction Haïti et de le faire, comme vous l'avez bien dit, sur les principes de l'appropriation. Nous avons répondu volontiers à votre appel à augmenter les appuis budgétaires. C'est un grand pari stratégique que nous souhaiterons poursuivre. Et l'objectif justement de cette réunion, c'est de revoir l'état de notre coopération dans un esprit d'amitié, de coopération, mais aussi de franchise, parce que les amis doivent se dire les choses qui vont bien, les choses qui vont pas bien, où on peut améliorer les progrès réalisés. J'insiste toujours dans une perspective positive, dans une perspective d'avenir, dans une perspective de consolidation des progrès effectués par votre gouvernement et qui ont été soulignés par les plus hautes autorités européennes. Je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il y a une présentation qui a été préparée par le service de l'ordinateur national sur laquelle nous avons des commentaires. Mais permettez-moi rapidement justement d'identifier 3 ou 4 sujets qu'on peut encore améliorer la façon de travailler et qui doivent nous permettre de sortir de situations parfois complexes et qui posent parfois des défis importants. Comme annoncé, tenue cette semaine à Pétionville de la 6e session technique de la commission mixte haïtiano-dominicaine. Il s'agit d'une réunion de 2 jours qui a permis aux représentants des 2 pays d'échanger, entre autres sur des sujets tels le commerce, la question migratoire, l'environnement. Dans son discours d'ouverture, le chancelier haïtien Julie Brutus a plaidé en faveur d'un partenariat entre les 2 États en vue de mieux adresser les problèmes auxquels font face les 2 pays partageant l'île. Julie Brutus dit espérer que les discussions contribueront de manière significative aux efforts du gouvernement haïtien visant à rendre fructueuse la coopération haïtiano-dominicaine. Un extrait du discours du ministre haïtien des Affaires étrangères, Julie Brutus. Les défis communs que confrontent la République d'Haïti et la République dominicaine imposent plus que jamais un partenariat pour la prospérité de l'île. Le gouvernement haïtien travaille d'arrache-pied pour faire d'Haïti un pays émergent en 2030 et cet objectif n'est pas incompatible aux intérêts de la République dominicaine. En effet, les 2 républiques ont une population jeune et il va sans dire qu'une économie dynamique des 2 côtés de l'île sera le meilleur moyen de garantir une intégration économique et sociale durable de cette jeunesse, gage d'une coexistence fraternelle. Si cet objectif est atteint, plusieurs questions qui constituent aujourd'hui des défis trouveront une solution par elles-mêmes. Par exemple, à l'instar de plusieurs États prospères, partageant une frontière commune dans le monde, la circulation des citoyens entre les 2 pays se fait par un simple contrôle d'identité au poste frontalier. Toutefois, les 2 États, loin d'être forcément des concurrents, peuvent être de véritables partenaires dans cette longue marche vers le développement. La commission mixte se révèle un instrument important de rapprochement et de concertation entre les gouvernements haïtiens et dominicains. Les résultats de ces séances de discussion qui auront lieu au cours de cette 6e session permettront, je le souhaite, de contribuer de manière significative aux efforts du président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, et de son Premier ministre, M. Laurent Lamotte, pour rendre Haïti plus prospère et favoriser la coopération entre nos 2 États qui partagent, comme je l'ai dit tantôt, la plus belle île du monde. Autre nouvelle, désormais, les surveillants et correcteurs ne seront pas rémunérés pour les examens officiels. Le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, a fait l'annonce ce vendredi au cours de son passage à Jacmel. Le ministre Nesmi Maniga a précisé que cette tâche fait partie du travail normal des enseignants, du secteur public en particulier. Toutefois, le titulaire du MENF parle d'un traitement particulier pour cette catégorie d'enseignants. Nesmi Maniga au micro de Tom Dumont et Jasmine Denis. Le ministère a décidé faire ça qui était toujours qu'on fait avant, c'est-à-dire que surveillance dans examen officiel
avec correction dans l'examen officiel, même j'ai statut particulier personnel enseignant public la mandé ça, son tâche normale de professeur. Autrement dit, l'État a seulement mobilisé et notifié enseignants pour que l'on participe dans l'examen. C'est pour une activité additionnelle qui demandait que l'État dépense comme en plus. Ça veut dire que surveillant, correcteur, à partir de prochain examen, mois de décembre, 15 décembre ou 18 décembre, pour baccalauréat permanent, et ensuite l'autre examen qui va le faire dans le mois juillet année prochaine, c'est activité normale, donc l'État pas payé pour surveiller l'examen, l'État pas payé pour corriger l'examen, parce que notamment pour le secteur public là, l'État a payé aux enseignants 13 mois déjà, pour enseignant travail 10 mois, il y a 2 mois li touché sans pas nécessairement travail, et 13e mois qui sont droits acquis qui c'est boni. C'est comme ça a été toujours fait dans temps longtemps. L'État pas jamais qu'on paye professeur l'État pour suivre l'examen. L'État pas jamais qu'on paye professeur l'État pour corriger l'examen. Son activité normale et nous retourner à même ça que toujours qu'on fait longtemps. C'est une façon pour que l'État économise comme pour recruter nouveaux professeurs et pour avoir un meilleur traitement à enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a effectué ce vendredi une visite dans le département du Sud-Est. Il s'agissait pour le titulaire du MEF de faire un bilan mi-parcours de la formation des directeurs de 63 lycées des départements de l'Ouest et du Sud-Est. Selon Nesmi Maniga, cette série de cours qui se déroule entre autres autour de la gestion d'établissements scolaires, la monographie des lycées, la loi organique du MEF permettront aux récipiendaires de mieux gérer leurs écoles respectives. Reportage Tom Dumont et Jasmin Denis. Cette visite a donné lieu au ministre Nesmi Maniga de faire un bilan de mi-parcours de la formation de 9 semaines déroulée dans la ville de Jacmel à l'intention d'une 60aine de directeurs d'établissements scolaires publics des départements de l'Ouest et du Sud-Est. Le titulaire du MENFP indique que les bénéficiaires ont déjà atteint 150 heures sur 376 prévues par cette formation. Des heures de cours qui permettront aux récipiendaires de mieux comprendre la loi organique du ministère et de disposer d'outils nécessaires à faire une meilleure gestion de leurs établissements scolaires. Une meilleure connaissance de loi organique qu'a géré le ministère là, avec toute la loi qu'a géré le secteur là. Ensuite, ces formations sous gestion administrative de lycée. Ensuite, c'est tout ça qui concerne réorganisation ministère là. Et dernier point d'information qui déjà baille déjà, c'est projet de monographie de lycée, parce que chaque chef d'établissement supposé capable de raconter vécu, pratique, expérience qui est dans le lycée PAL. Une formation qui se révèle importante aux yeux des bénéficiaires qui affirment vouloir faire bon usage des connaissances acquises dans le cadre de cette activité en vue d'une gestion efficace de leur lycée. Tour à tour, Nixon Dieudonné, Sœur Fabienne Dalancourt et Jacques Télismon des lycées techniques Élie Dubois, Kai Jacmel et Antoine et Georges Isméry. Manuel de gestion lycée auto venir remanier côté que organigramme nous te gain longtemps, c'est pas lui qui est là et très bientôt pour le sortir pour qui pour avoir rôle directeur, rôle responsable des disciplines qui est le censeur, responsable des études. Les lycées autrefois étaient des écoles pilotes et pourquoi pas aujourd'hui? Si nous avons une société aujourd'hui qui comme ça, nous avons besoin de regarder comment l'école est, parce que c'est l'école là qui produit citoyens. La visite de ce vendredi était l'occasion pour le titulaire du MENFP de récompenser 3 directeurs de lycée pour leur performance. C'est en ce sens que Wilner Rival du lycée Cornillon-Grandbois, Geffrard Pierre-Franck du lycée de l'Arcaillet et Nicolas Mathurin du lycée Alexandre Pétion seront en Martinique les 25 et 29 novembre prochains pour un stage professionnel. Le coût de la formation est de 20 millions de gourdes. Toujours Haïti Éducation, le porte-parole de la plateforme haïtienne des organisations éducatives, Josué Mérilien, a invité le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de résoudre les problèmes qui alimentent les mouvements de protestation dans plusieurs établissements scolaires du pays. Ce qui, croit-il, permettra d'éviter la grève générale annoncée par les professeurs des écoles publiques pour le début de l'année 2015. Josué Mérilien.
Dans l'école, il y a plusieurs lycées, lycée Pétion, lycée Fignolet, lycée Léo Gann, Henri Christophe, lycée Tigouam Latrier, pour situation levé campé que nous observons, qui ont commencé à démarrer. Et situation ça a venu du fait que dans plus d'enseignants, captain chèque arrière qui va recevoir chèque arrière, dans plus d'enseignants qui ont l'indemnisation qui va recevoir et qui a travaillé sur l'indemnisation, il y a question assurance là. Il n'y a pas de gens fort pour l'assurance ça, des services qui la donne, question formation enseignant, question manger dans l'école, tout ça par clair, ça crée une situation de malaise qui est sous l'école enseignant, qui est en prélude à promouvoir le VKP qui pourra faire en janvier. Ils ont déjà commencé à promouvoir le VKP, ils ont même menacé pour bloquer l'examen dans le lycée. Pour nous demander, le gouvernement général, le ministère de l'évasion nationale en particulier, pour que rapidement, il y ait des réponses quand c'est attendant pour permettre que les lycées, l'école publique ait un fonctionnement correct. Et nous disons que nous souhaitons que l'ougal que nous avons là, nous vamos décembre, pour des solutions à problèmes arriérés, problèmes domination, problèmes assurance, formation, manger dans l'école, etc. Et respect accord qui s'y intéresse, que ils prennent, ils utilisent l'abonné et pour des solutions pour que nous ne soyons pas obligés de rentrer dans le VKP qui pourra vous faire au mois de janvier. Mais nous disons enseignants qui le VKP, ils sont légitimes le VKP, parce qu'il y a des raisons. Et nous disons tout que pas de faire cadeau. Pas de faire cadeau, c'est la gourmet. La pouvez faire l'État, respecter, à considérer et satisfaire, ça devient comme revendication fondamentale et légitime. De ce sens, ça nous dit que les VKP et commencer le VKP à préparer pour que nous fassions l'État à marcher. Le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant a été célébré ce 20 novembre à Pétionville autour du thème « Tout petit monde compté, chaque enfant compte ». L'occasion pour l'Institut du bien-être social et de recherche, le ministère des Affaires sociales, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et des partenaires de faire l'éloge des progrès réalisés dans le domaine de la protection de l'enfance. La directrice générale de l'IBSR cite entre autres la loi sur la réforme de l'adoption, la maltraitance et le châtiment de l'enfant. Ariel Gentil-Védouin au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Les gens ont droit pour l'exprimer, ils ont droit pour prendre une décision, ils ont droit pour dire non, ils ont droit pour l'accepter. Donc c'est ça qui est important. Et malgré que je suis trop positif, nous connaissons que il y a pile de monde qui manipule les gens, qui exploite, qui utilise mal. Ça veut dire qu'on parle de gens dans la domesticité, c'est parce qu'il y a des citoyens qui exploitent les gens. Les gens qui sont dans la rue, ils vivent avec un pile risque. Mais souvent, exploitation ça a fait dans toute sphère société. Ce n'est pas dans la caillou seulement, ce n'est pas l'école, ce n'est pas dans l'église, c'est de tous côtés. Donc c'est pour ça que je dis vraiment son tête ensemble. C'est pour tous les citoyens mettre ensemble pour aider nous faire que tout avancée ça que nous voyons là aujourd'hui, les vignes irréversibles. Ça veut dire que nous pas capable de changer, nous pouvons seulement aller devant, progresser. Ou pas qu'à agir pour faire respecter les droits de monde, sont pas un cadre légal. Structure légale là important parce que au monde capable d'abuser de Timoun, il faut une loi qui est capable de permettre de sanctionner. Et à partir du moment qu'on sanctionne, ou bien un exemple pour l'autre là, ouais, que le pas fait ça à Timoun et tout. Mais si tu as une impunité complètement, ça veut dire que Timoun là, n'importe qui a exploité. Donc c'est pour ça, le plus important pour faire respecter, pour gagner garantie de Timoun ça, c'est le cadre légal là. Et bien entendu, le cadre légal là, c'est pas qu'on lit toute importance dans tout. Non, normalement, c'est l'important pour agir, mais il faut mettre en pratique. Donc pour mettre en pratique, son thème transversal, il faut que tout le monde mette ensemble. La justice, bien-être social, affaires sociales, santé, éducation, tout le monde fait pour mettre ensemble. Médias, il faut nous dire qu'on a un qui passe ça, il faut nous parler à nous, il faut nous conscientiser. Donc c'est ça qui est tout important. Le représentant de l'UNICEF en Haïti rappelle pour sa part que la Convention relative aux droits de l'enfant est ratifiée par 196 pays. Edouard Beck-Beder évoque l'importance des instruments législatifs dans le processus de la protection de l'enfant. Des progrès ont été réalisés dans le cadre de cette lutte, a fait remarquer M. Beck-Beder, qui souligne la nécessité de mettre des fonds à la disposition des institutions œuvrant en faveur de la cause de l'enfant. Edouard Beck-Beder au micro de Tom Dumont et de Jasmin Denis. Aujourd'hui, en début de cette 25e anniversaire, ce qu'on a rappelé, c'était les progrès qui ont été faits. Il y a eu des vrais progrès au niveau du cadre législatif qui devrait être couronné par le Code de protection de l'enfant
avec lequel nous avons travaillé avec tous les ministères et qui a été présenté au mois d'août au Conseil des ministres et qui a été validé par le Conseil des ministres. Une fois que ce code de l'enfant sera voté, on aura une loi tout à fait protectrice avec un cadre légal protecteur en Haïti, comme dans tous les pays autour d'Haïti. Et ça sera un réel progrès. Le deuxième progrès que je vois aujourd'hui, c'est que ces nouvelles lois ont donné plus de responsabilités à l'IBERS. Et donc on a travaillé sur une loi organique qui, elle aussi, a été validée en Conseil des ministres et au niveau du Parlement. Une fois qu'on a le cadre et qu'on donne effectivement les moyens de rendre ces lois applicables, avec un IBERS renforcé, il faut effectivement aussi qu'il y ait des budgets pour qu'effectivement on puisse suivre l'application de ces lois. Mais je dirais qu'on a fait un pas décisif en 2014 et qu'il faut concrétiser cela en 2015 avec la mise au vote de ces deux textes, l'application de ces deux textes, la promulgation, et puis travailler avec le gouvernement pour qu'il y ait des fonds spéciaux pour la protection de l'enfance. En termes de loi avec le code de l'enfant, je pense qu'on serait au même niveau que les autres pays qui nous entourent. Par contre, en termes de renforcement de ces lois, là, il y a encore du travail à faire au niveau des renforcements des capacités, au niveau des structures gouvernementales. Et puis, il faut des budgets. Parlons à présent santé. La ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, a répondu ce mercredi à l'invitation de la Commission Santé à la Chambre basse autour du plan de riposte du gouvernement contre toute éventuelle présence du virus Ebola en Haïti. Le président de la Commission Santé publique et Population à la Chambre basse, le docteur Sinal Bertrand, en a profité pour faire des recommandations. Les précisions du député Sinal Bertrand recueillies par Yvon Seyid. Nous répondons quand toute frappe ça dans le pays et dans le Parlement, pour ce pas ministre tout le temps, nous avons frappe directeur général, c'est ça que fait nous venir pour venir compte. Quelle recommandation nous faisons? C'est que nous voulons que nous yo bay pour soin à joindre moun yo pour c'est pas moun yo tout temps cap chercher soin moun yo pas gain information sur Ebola jusqu'à présent dans toute airport c'est dans 6 airport semaine ça nous tout dispositif qui prend pour Ebola sauf en Haïti nous pas personne avec une blouse blanche en airport là cap suivre qui moun cap sont en Afrique qui gens est-ce qu'on a prend yo est-ce qu'on a saisi yo est-ce qu'on a mettre en quarantaine etc. c'est seul dans le pays d'Haïti nous pas ça mais c'est tout ensemble de dispositions ça nous venons discuter avec directeur départemental pour prendre frappe et puis pour nèg comprendre c'est un subalterne, c'est ça ministre dit fait pour faire. Normalement, nous avons deux exemples. Nous avons exemple la Tibonite, nous avons exemple et Sud-Est. Nèg ça directement yo chef yo dit ça très clair. On prend exemple qui passe en sapit pour prendre parti dans l'hôpital là yo ba Udmo. Ça veut dire parce que Marie Mérès là débarquer, li écrit ça c'est commissariat, yo prend le baïdmo, matériel l'hôpital là dedans, on seul incinérateur gen dans sapit pour bouler déchets, baï toxiques etc. et yo pas fonctionner avec, ça veut dire que ça a tout pouvoir. Autre point marquant de la semaine, les funérailles de l'animateur vedette de l'émission Matin Caraïbe, diffusée sur les ondes de la station de radio Caraïbe FM, Jean-Marie Gabriel, ont été chantées ce mercredi au Parc du Souvenir à Torcelles, en présence de sa famille et de ses collaborateurs. De nombreuses personnalités de la société, dont des parlementaires, des responsables d'organisations politiques, ont rendu un dernier hommage à l'animateur décédé des suites d'une crise d'asthme le mercredi 12 novembre dernier. Michel de Payen et Samus François David étaient présents. Suivez leur reportage. Connu pour ses spots humoristiques et sa jovialité à l'émission Matin Caraïbe, Jean-Marie Gabriel a été inhumé ce mercredi 19 novembre à Torcelles à Pétionville. Ils étaient nombreux à lui rendre un ultime hommage en présence de sa famille au Parc du Souvenir. Une foule immense, composée notamment de personnalités politiques, d'amis et de fans, venus accompagner le défunt à sa dernière demeure. Si vous avez un problème avec papa ou bien maman, essayez de résoudre parce que on va prendre qui le voir aller. Moi-même, vu que je connais un million, je connais ça le remet, mais ça fait un plaisir pour me venir balader dernier respect. Le révérend Frinel Joseph a consacré de longues minutes à un sermon inspiré de Moïse. Malgré cette cérémonie d'adieu, le nom de Gabriel sera jeté dans le panier de l'oubli, regrette le pasteur. Un temps viendra où son nom ne sera plus.
que du passé. Du passé pour chacun de nous. C'est ça malheureusement la vie, mes chers amis. Car nous aussi, nous passerons. Durant toute sa carrière, Jean-Marie Gabriel a travaillé simultanément pour le cinéma, la radio et le théâtre. Il aura presque tout connu et laissera une trace indélébile dans le paysage radiophonique haïtien. Né le 26 novembre 1959, le peintre a rendu l'âme le 12 novembre 2014, à 55 ans, des suites d'une crise d'asthme. À présent, le rappel des faits marquants de la semaine. Nouvel appel à l'unité et à la solidarité du président Martelly au peuple haïtien à l'occasion du 211e anniversaire de la bataille de Vertières le 18 novembre dernier. Dans un message préenregistré, Michel Martelly a dit s'inspirer de l'union de nos ancêtres qui avait conduit à cette victoire et du coup à l'indépendance de notre pays. Mise en garde du président du Sénat de la République au chef de l'État contre toute idée de diriger le pays par décret après le 12 janvier 2015. Dans une adresse à la nation le 17 novembre dernier, Simon Dieuseldera a affirmé que le 12 janvier 2015 ne sera pas une date fatidique, mais un jour de réveil patriotique. Et puis, à l'étranger, le président américain Barack Obama a présenté jeudi sa réforme relative à l'immigration, avec un point marquant, la régularisation de 5 millions de clandestins, soit près de la moitié des étrangers en situation irrégulière. C'est la fin de 56 minutes synthèse. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Télésignal.